Otto Lampe, vous êtes l'ambassadeur d'Allemagne à Berne. Vous représentez la grande nation européenne. 80 millions d'Allemands, 81 millions même. Être ambassadeur en Suisse, comment c'est? Être ambassadeur en Suisse est un métier de rêve, surtout pour les collègues qui, vers la fin de leur carrière, sont arrivés un peu à la fin de leur carrière. Et le grand avantage d'un poste à Berne est que la Suisse, bien qu'au centre de l'Europe, ne soit pas un membre de l'Union européenne. Et donc, nos ambassades ont moins d'affaires ici qu'ailleurs. Vous êtes au cœur de toute l'actualité. Les réfugiés, on va y revenir, l'attitude particulièrement ouverte de l'Allemagne vis-à-vis des réfugiés, mais aussi les relations parfois compliquées entre l'Allemagne et la Suisse, la visite récente de Mme Merkel. L'actualité, ce sont les images qui viennent de Hongrie. Elles ont beaucoup frappé cette semaine, hein, l'extrême dureté de l'accueil hongrois. C'est tout le contraire vraiment de l'attitude allemande. Comment vous avez réagi à cette dureté si forte des Hongrois ? Nous avons vu ces images impressionnantes qui provenaient non seulement de la Hongrie, mais aussi de Calais, de Lampedusa ces derniers mois. Ce sont des images très fortes et les décideurs politiques dans l'Union européenne ont décidé d'avoir une approche européenne et d'installer des centres d'enregistrement à l'extérieur des frontières européennes, ce qui améliorera la situation, nous l'espérons. Vous comprenez l'étonnement de beaucoup d'Européens de voir l'Allemagne tellement généreuse tout à coup. L'Allemagne avait une image assez sévère hein, vis-à-vis des Grecs, par exemple. Aujourd'hui, vous faites figure vraiment des plus généreux. Cette image liée à la crise grecque, qui a été un petit peu constituée de toutes pièces par les médias, je n'arrive pas très bien à la comprendre. Et si on a suivi les choses de près, on peut se rendre compte que la chancelière a joué un rôle de médiation et ce n'est pas elle qui a posé ou formulé des conditions très strictes, ce sont les autres qui l'ont fait. Et cela résulte aussi d'un compromis auquel l'Allemagne a contribué fortement. Viktor Orban, Premier ministre hongrois, se pose vraiment en anti-Madame Merkel. Hein. C'est très frappant. Il dit des choses dures. Il dit, par exemple, l'émigration menace l'identité chrétienne de l'Europe. Vous entendez ça? Oui, je l'ai entendu. Le style de M. Orban, on peut l'apprécier ou non, on peut avoir des avis divergents, mais je n'ai pas l'impression que cela pose des problèmes à Mme Merkel. Ouais, elle n'en a pas peur. Je ne pense pas que la peur fasse partie des catégories de premier plan pour Mme Merkel. Vous parlez, on entre dans la personnalité de Mme Merkel. Il y a une fascination de Mme Merkel en ce moment. On regardait tout à l'heure un journal français qui disait « Si seulement on avait une Mme Merkel en France ». Cette popularité incroyable en Europe, comment vous l'analysez? Pour un ambassadeur, c'est très beau, c'est magnifique et attrayant lorsque le gouvernement et le chef de gouvernement est populaire. Ça n'a pas toujours été le cas et nous en sommes ravis et nous espérons que cela continuera à l'être. En Suisse, le journal Blick, qui parfois a la dent très dure, hein, a publié un numéro spécial à la gloire de Mme Merkel. Vous me disiez, le budget de toute votre ambassade n'aurait pas suffi pour payer ça. Hein. Oui, tout à fait. Nous sommes particulièrement réjouis. Plusieurs pages sur l'Allemagne, très positives. Et c'est quelque chose de très spécial aussi, même pour une ambassade. Et la diplomatie publique que nous menons à l'ambassade a remporté quelques succès. Mais le journal avec le plus gros tirage qui consacre une édition spéciale à cela, c'est quelque chose de particulier. Une photo de Mme Merkel cette semaine qui a beaucoup frappé les esprits, c'est Angela Merkel avec un réfugié. Elle visitait un camp de réfugiés, un centre pour réfugiés à Berlin. Elle a été appelée maman. Hein. Je crois que les Allemands souvent la surnommaient Mutti, mais là ce sont les migrants qui disent « elle est notre mère ». C'est quand même un retournement de situation assez fascinant. Alors ils ont pris des selfies avec elle. Elle a une popularité chez eux qui est étonnante.
Oui, en effet. Il y a cette désignation de la chancelière. On l'appelle ainsi et je pense qu'elle est d'accord, car cela montre qu'on lui fait confiance, qu'on cherche à se rapprocher d'elle. Et je pense qu'en fin de compte, c'est quelque chose de très flatteur. Certains parlent même d'elle pour le Nobel, hein, ça rime. Ein Nobel für Merkel, c'est pas une rime très riche, mais ça rime. Ça commence à prendre, hein, vous voyez, dans les journaux européens, ça commence, c'est une idée qui fait son chemin. On soumet des propositions au comité du prix Nobel, et puis si Madame Merkel figure parmi ces propositions, là, on ne peut que se livrer à des spéculations. Ne me faites pas comme ça une réponse d'ambassadeur. Franchement, pour un Allemand, avoir une chancelière qui serait prix Nobel, après tout le passé de l'Allemagne, etc., ce serait quelque chose d'assez fort. Bien sûr que ce serait quelque chose de particulier, ce ne serait pas la première fois. Souvenez-vous, Willy Brandt a aussi reçu le prix Nobel et pour l'Allemagne et les Allemands, c'était une récompense très particulière et très spéciale. L'image des Allemands a changé. Ils ont été beaucoup détestés en Europe. On voyait encore ces derniers mois, hein, beaucoup disaient « vous êtes les gardes-chiourmes de l'Europe, vous voulez garder l'argent pour vous ». Vous entendiez toutes ces caricatures, ça vous fait sourire. Mais, et tout à coup, vous passez pour les plus ouverts. Il y a un retournement d'image. Donc, la prospérité d'un pays et de l'augmenter, c'est le mandat d'un gouvernement. Et je pense que c'est quelque chose que l'on comprend même en Suisse. Il y a 31 ans, j'ai choisi le service au ministère des Affaires étrangères et l'Allemagne n'était pas aussi populaire qu'elle l'est maintenant. Et pour nous, il s'agit de quelque chose de très beau à voir, puisque l'Allemagne semble être un des pays les plus aimés au monde. L'Allemagne est plus ouverte, plus libérale, plus cosmopolite et aussi a eu beaucoup plus de succès du point de vue économique. Et donc, ce mélange, si vous permettez de le dire, est un très bon produit pour un ambassadeur. C'est facile à représenter. Dans le débat sur la migration, Mme Merkel a vraiment réorienté tout le débat en disant l'économie a besoin des migrants, l'Allemagne a besoin des migrants. Ça, c'est un tournant, d'après vous, c'est-à-dire cette conscience en Europe, elle est controversée, hein, mais qu'on a besoin de la migration. Je pense qu'il faut nuancer. Parfois, dans les débats publics, on confond le débat sur l'immigration et les réfugiés. En Allemagne, nous sommes sur le point d'édicter une loi d'immigration pour accepter un certain nombre de gens dans notre marché du travail. La question se pose de savoir si on peut intégrer tous les réfugiés dans le marché du travail ou si on doit les intégrer. Il s'agit d'une autre question. Et il faut voir que les réfugiés, lorsqu'il n'y a plus de raison à cette fuite, très probablement, ils auront le souhait non de rester dans le pays d'accueil pour le reste de leurs jours, mais de retourner chez eux pour contribuer à la reconstruction de leur pays. Et là, je pense qu'il faut être très nuancé. La migration, alors paradoxalement, les Allemands qui viennent en Suisse, ça a créé, dans ce sens-là, beaucoup de problèmes. Il y a eu le fameux vote du 9 février contre l'immigration de masse. Il y avait un passif quand même assez sérieux. Est-ce qu'aujourd'hui, après la visite de Mme Merkel, c'est pardonné? Celui qui s'attendait à ce que le thème du 9 février soit, disons, balayé de la table par la visite de Mme Merkel, l'Allemagne ne va pas violer ou renoncer aux principes de l'Union européenne que nous partageons tous les 28, mais bien sûr que nous sommes ravis de voir ces échanges intenses, qu'ils soient de la société ou culturels, et nous voulons aussi les continuer, poursuivre cela dans le cadre des bilatérales
général pour que... Et donc, Madame Merkel, c'est ce que Madame Merkel a dit à Berne, et nous sommes du même avis. Nous voulons continuer à accompagner de façon constructive le processus. Et M. Steinmeier, qui a été récemment en Suisse, a déclaré que si les discussions qui sont en train de se dérouler avec l'Union européenne aboutissent à un résultat et que l'on puisse négocier, alors l'Allemagne sera parmi ceux qui soutiennent cela fortement à Bruxelles. La Suisse se sent souvent un peu seule à Bruxelles, et il y a toujours le débat qui sont les durs, qui sont les tendres avec la Suisse. Si on fait bouger le curseur, l'Allemagne se trouve où? Récemment, Victor Jacobo a montré le film Le Grand Canton. Chez nous, on ne va pas aller si loin, mais je pense qu'il y a une proximité entre la Suisse et l'Allemagne, et pour des raisons évidentes. Simplement, avec le Bade-Württemberg, nous avons tellement un chiffre d'affaires de commerce, d'échange comme avec les États-Unis. Donc cela montre aussi quelle est l'importance des relations avec la Suisse pour l'Allemagne et inversement. Ça vous a heurté, franchement, quand, pendant des mois, à Zurich, notamment, on entendait des voix suisses-alémaniques très dures contre les Allemands, criant contre le trop grand nombre d'Allemands, trop d'Allemands à l'université, trop d'Allemands. Le débat, c'est sans doute un peu tassé maintenant, mais il y a eu une période pas facile. Oui, ce débat existe et je peux comprendre si 50% du corps enseignant de l'université de Zurich vient d'Allemagne, je peux comprendre les réactions de certains professeurs. Et il faut aussi essayer de recruter des gens du pays. Mais beaucoup de ces ressentiments entre la Suisse allemande et l'Allemagne sont, à mon avis, un peu exagérés du point de vue médiatique. La pratique est totalement différente. Mes concitoyens se sentent très bien ici et aussi à l'intérieur des pays, il y a des ressentiments divers. Par exemple, à Berlin, dans une partie de la ville, on dit les Swabes rentraient à la maison, ou bien par exemple les tensions qu'il y a en le Mezzogiorno et le Tyrol du Sud, ce n'est qu'il y ait des frictions de ce genre, mais pour moi c'est plutôt de l'ordre folklorique. Entre Allemands, il y a des différences très fortes. Vous êtes un exemple d'Allemand qui a beaucoup voyagé, je crois, entre Hambourg, entre le Sud, etc. Les Allemands, entre eux, ont une différence de culture énorme. Oui, l'Allemagne est une entité formée de différentes cultures, différentes régions linguistiques et de dialectes avec des évolutions historiques variées. Et la façon dont l'Allemagne se présente actuellement, c'est quelque chose qui existe depuis 1871. Donc, nous comprenons très bien qu'il y ait des différences dans le paysage. Sur le fond, dont il faut tenir compte. Sur le fond, quand même, l'euroscepticisme des Suisses, c'est très frappant dans cette Europe. Quand on peut regarder autour de nous, il y a d'autres peuples un peu eurosceptiques par moment, mais en Suisse, c'est une tendance lourde. Vous comprenez ça? Vous vous êtes promené en Suisse quand vous voyez à quel point régulièrement une majorité s'est formée contre l'Europe? Il y a aussi dans les États membres de l'Union européenne une certaine distance par rapport à Bruxelles. Bruxelles en tant que métaphore pour des décisions désagréables, mais qui très souvent ne sont pas prises par Bruxelles ou la Commission, mais par les États membres. Vous savez qu'il y a dans certains États des évolutions politiques qui s'opposent un peu à cette suprématie de Bruxelles. Donc, il ne s'agit pas d'un phénomène qui se limite uniquement à la Suisse. Et je pense qu'aussi, il y a beaucoup de préjugés et de clichés qui jouent un rôle. Et on pourrait supposer que les États forts et qui réussissent du point de vue économique, comme la Suisse ou la Norvège, par exemple, sont un peu sur la réserve par rapport au fait de participer à un club où il faut partager son succès. Otto Lampe, la différence entre les deux pays, deux voisins, mais la différence de taille, 81 millions, 8 millions et quelques, c'est difficile parfois. Il faut vous faire petit, il faut vous faire modeste pour ne pas froisser les Suisses.
Nous avons des relations diplomatiques avec 180 pays, dont la plupart des États sont grands ou petits, et la plupart des relations ne sont pas classées du point de vue hiérarchique. Et j'ai l'impression parfois que la Suisse se fait plus petite qu'elle n'est. La Suisse est un pays économique, un facteur économique très important, mais aussi du point de vue culturel et politique. La Suisse joue un rôle qui ne peut pas être comparable avec ses 8 millions d'habitants, mais qui va bien au-delà. La différence culturelle, vous êtes bien placé pour l'observer. Hein. Les Suisses allemands à Berlin sont parfois malheureux parce que leur langue sonne bizarrement à l'oreille des Berlinois, mais en sens inverse aussi. Hein. Vous repérez très vite. C'est pesant parfois. Je connais cela et je pense aussi que c'est un cliché. Il y a aussi en Allemagne des régions différentes dans lesquelles on parle à des vitesses différentes. La rapidité d'élocution n'est pas à elle seule un indicateur de la qualité de ce que l'on dit. Mais pour nous, la Suisse est bien plus que la Suisse allemande. La Suisse, pour nous, est un modèle qui a réussi de multiculturalisme qui pourrait être un modèle pour l'Europe. Et nous tenons à être présents aussi en Suisse romande et c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Vous êtes un enfant de l'après-guerre. L'Europe que vous citez comme construction pour la paix, c'était très présent dans votre génération, hein, plus jamais ça, plus jamais de guerre, etc. Ça existe encore pour les Allemands ou c'est une page un peu finie maintenant? Je pense que l'Europe, en tant que vision politique, pour des raisons historiques évidente est beaucoup plus ancrée en Allemagne que dans d'autres États membres qui ne font pas partie de cette famille des fondateurs. Vous avez raison, ma génération, au début des années 60, n'aurait pas pu penser, et on l'aurait déclaré complètement fou, celui qui aurait dit que dans 60 ans, on aurait une monnaie commune, un marché commun, une libre circulation des personnes. Si cette histoire s'est réalisée de façon impressionnante, et l'Europe a toujours réussi, même dans des périodes de crise et plus difficiles, d'accomplir le prochain pas d'intégration, et nous espérons que ce sera le cas également maintenant. On a dépassé les 25 ans après la chute du mur de Berlin. C'est sans doute pour tous les Européens, mais j'imagine pour un Allemand surtout, l'événement majeur. Quel souvenir vous avez, vous, de ça? À titre personnel, j'ai un souvenir très fort de ce week-end dans lequel Hans-Dietrich Genscher pouvait annoncer à l'ambassade que les personnes pouvaient quitter le pays. Moi, j'étais dans le bureau de presse et il fallait que je réponde aux questions des journalistes et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. C'était difficile, j'imagine. C'était assailli, en tout cas. C'était difficile, mais c'était un temps plein d'euphorie. Otto Lampe, merci. Vous visitez la Suisse, vous avez aux quatre coins de la Suisse. C'est quoi le plus beau en Suisse pour un Allemand? Nous voyageons beaucoup à travers la Suisse et plus on le fait, mieux c'est. Parce que c'est un pays de rêve, sans vouloir exagérer. Partout où on arrive en Suisse, il y a un vrai Disneyland. C'est très varié. À 40 minutes de Berne, il y a Montreux avec un monde culturel différent. Et 40 minutes de plus, on est dans l'Oberland bernois où j'aime bien skier. Nous sommes souvent à Zurich, qui est très urbain comme milieu. Et nous sommes aussi assez souvent au Tessin. Donc cette grande diversité sur un espace géographique tout à fait restreint. Et nous sommes très heureux d'être ici. Monsieur l'ambassadeur, merci. Je sais que vous comprenez très bien le français, hein, mais quelques mots en français. Bon, je vous remercie pour me recevoir ici aujourd'hui. C'est un grand plaisir de parler sur mon pays et c'est un privilège
d'être colloqué comme ambassadeur dans la Confédération suisse.